Micro-croisé, un podcast des étudiants de l'ENSAMA pour les étudiants de l'ENSAMA. Un espace de rencontre pour mieux se connaître entre étudiants et étudiantes et échanger autour de nos pratiques d'atelier. Un podcast pour se rencontrer, pour te rencontrer, un moment pour tous les étudiants et étudiantes qui puisent dans nos ressources et dans nos expériences personnelles pour dessiner ensemble le visage qu'on veut donner à nos pratiques, à notre école et à nos futurs métiers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette partie du podcast de Micro-croisé consacrée au cinéma à l'ENSAMA. Dans la première partie, nous avions couvert le premier festival de films suédois de l'ENSAMA. On va aborder d'autres actions qui sont plus ou moins liées avec le 7e art au travers du ciné-club, tout comme d'un concours de films promouvant les filières, ainsi que de la réalisation d'un court-métrage. Je suis Robin et je serai votre guide pour cet épisode. Les actions autour du cinéma sont nombreuses à l'ENSAMA. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de discuter avec Alice et Gaëtan qui ont animé avec passion le ciné-club de l'école. À une époque où le streaming nous offre un accès illimité à des milliers de films, ce club a permis de créer un espace unique de partage et de découverte cinématographique. Alors qu'il s'apprête à passer le flambeau, nous explorerons ensemble la pertinence et la valeur ajoutée d'un ciné-club, le fonctionnement de cette belle initiative et les perspectives pour l'avenir. Bienvenue Alice et Gaëtan et merci de nous rejoindre pour cette conversation. Comment est né le ciné-club de l'ENSAMA ? C'est un club que je voulais créer en première année avec une autre fille qui était en espace. Il y avait quand même pas mal de démarches administratives à faire, on savait pas si on devait s'associer au BDE ou pas. En deuxième année avec Gaëtan, on s'est motivé pour le faire ensemble. Nous, quand on est arrivé à l'école en première année, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui étaient déjà présents. On a un peu voulu revitaliser ce qui existait aussi avant dans l'école, parce qu'on savait qu'il y avait une fanfare, donc apporter un peu de culture. Et dans un contexte où l'accès à des milliers de films en ligne n'a jamais été si simple, qu'est-ce que l'expérience d'un ciné-club peut offrir de plus par rapport au visionnage individuel en streaming par exemple ? Je pense que déjà dans l'expérience, on va dire d'une salle de cinéma, même si c'est pas exactement ce qu'on a ici, c'est ce qu'on essaie de reproduire, il y a un truc d'un peu sacré, un peu rituel. On essaie d'avoir des meilleures conditions de visionnage que chez soi et où justement on va être moins tenté d'avoir son téléphone ou une autre distraction à côté et où en plus comme on est dans une école d'art, chacun a ses spécialités et chacun peut analyser le film différemment. Initier un peu des gens aussi à la chose. Ouais, voilà, on essaye d'engager des débats, même si ça dépend des fois. Des fois, il y a une audience qui veut plus parler, des fois pas trop. Et puis aussi, apporter des films qu'on va pas forcément trouver sur des plateformes, qu'on va pas forcément aller chercher de nous-mêmes. Nous, c'était aussi l'occasion de sensibiliser à ce que c'est que le cinéma. À ce propos, comment choisissez-vous du coup les films à projeter ? Est-ce qu'il y a du coup des critères spécifiques ou est-ce qu'on a plutôt une sorte de thème qui est suivi, que vous essayez de respecter ? À chaque fois qu'on va présenter des films, c'est dans un cycle. Donc chaque cycle, il a un intitulé. L'idée, c'est d'apporter une matière à débattre ou à questionner avec chaque film qui prend une perspective différente sur cette matière. Et quel est votre rapport avec le cinéma ? Ça c'est une question qui c'est peut être... c'est ça. En vrai, on peut expliquer peut-être plus le rapport avec la salle de cinéma parce que si on parle du cinéma en entier, là, ça va être très très long. Vous allez en salle, par exemple, vous, pour voir les films ? Ouais, oui. C'est justement... c'est comme je disais, l'idée, c'est d'apporter les gens en salle. Nous, c'est un peu comme ça qu'on prend attrait pour le cinéma parce que c'est aussi des expériences. Je pense que c'est un peu la qualification qui fait qu'on devient cinéphile, c'est quand le cinéma, il nous fait vivre des expériences. Je pense que c'est important pour nous d'aller voir les films en salle, mais pas que les films dans les grands cinémas, aussi les cinémas d'art et d'essai, des cinémas qui sont vers la Sorbonne, par exemple la Filmothèque, le Champeau, etc. Grande Action. Oui. D'ailleurs, pour les auditeurs, n'hésitez pas à y aller, c'est moins cher qu'une salle normale. Ouais, en plus c'est moins cher. Et il y a des gros classiques qui passent et des fois c'est des occasions qui peuvent radicalement changer le rapport qu'on a au cinéma. Enfin moi, c'est un peu comme ça que je suis devenu cinéphile. Vous étiez cinéphile avant de monter le club finalement ? Ouais. Oui, moi, oui. Oui, très bien. Cinéphile, et puis moi j'ai un peu grandi ma cinéphagie pendant les années dans l'école. Alice peut-être un peu avant quand même. L'intention de base c'est qu'on aime à l'origine le cinéma de nous-mêmes et qu'on voulait un peu... partager. Ouais, voilà. Je vous ai entendu parler de cinéma classique précédemment. Est-ce qu'il faut avoir une liste de meilleurs films à voir pour être cinéphile ? La grande question. Voilà. Encore une. Il faut pas forcément avoir la liste des films à voir, mais par contre,
je pense que c'est bien, si on s'intéresse au cinéma, de peut-être s'imposer de voir au moins un film par mouvement ou par époque, et sans les voir tous. Je pense que ça permet d'avoir quand même c'est ça, un éventail un peu large. J'ai dit la grande question parce que c'est une question qui revient pour les personnes qui se considèrent pas encore versées dans le cinéma, qui viennent nous voir et qui nous demandent par quoi je commence. Moi, je conseillerais d'aller aussi à l'instinct. C'est aussi prendre des risques d'aller au cinéma et d'aller voir des films sans savoir si on va les aimer ou même en pensant qu'on peut ne pas les aimer. Et c'est aussi forger son esprit critique. Il n'y a pas un film, même si on a pu voir des gros navets nous aussi, où tu sors d'une séance et tu te dis ça m'a servi à rien parce qu'en fait, soit tu vas cracher sur le film et en vrai c'est super intéressant de le faire parce que du coup tu déconstruis et tu vois. C'est pas faux. Non mais c'est ça aussi l'esprit critique, et je pense que c'est important de toutes les personnes qui se posent ces questions-là de aussi y aller un peu au feeling, de dire tiens là j'ai vu, par exemple moi souvent c'est l'affiche est super belle, je sais rien d'autre que l'affiche, je vais aller voir, j'en sais rien, mais peut-être c'est nul, peut-être c'est super bien, et aussi pas hésiter à aller voir des petits films, des fois il y a des pépites. Bon c'est de belles aventures quand même. Et vous avez fini votre cursus, vous allez donc arrêter d'animer le ciné-club normalement. Est-ce que y a des plans pour assurer la relève? Comment s'envisage cette transition? Là, justement, on a fait un espèce d'appel sur Instagram. Il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés que ce qu'on pensait. Donc maintenant, on a créé un groupe et on va voir comment ça va évoluer. Mais il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de gens intéressés. Donc je pense que ça va aller pour l'année prochaine. C'est une très bonne nouvelle. Peut-être une dernière petite question. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui pourraient peut-être rejoindre mais qui hésitent encore, qui se demandent si elle devrait ou pas rejoindre? Moi, je trouve que c'est des moments conviviaux à la fin des films. En plus, souvent, c'est assez intimiste et ça permet quand même de discuter, de répondre aux questions des uns des autres, de se donner nos avis sur le film, de parler un peu du cinéma en général. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui venaient pas aux séances parce que ça prend un peu de temps, et aller au cinéma, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment une expérience, et déjà c'est un apport culturel qui est toujours utile. En fait, c'est aussi s'échapper pendant 1h30, 2 heures. Tu sais que tu vas partir ailleurs pendant 1 heure et c'est gratuit. C'est un voyage gratuit. Oui. C'est bien vendu. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci. Avec plaisir. Pour la seconde année consécutive, l'école a participé au concours Je filme ma formation. Sous le haut patronage de plusieurs ministères, dont celui de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ce concours pédagogique a pour objectif de mettre en valeur les formations et les organismes de formation afin de faciliter le parcours d'orientation des élèves. Nous avons interrogé les étudiantes et étudiants qui se sont lancés dans l'aventure. L'an dernier, nous avons remporté le trophée bronze pour un film promouvant la filière textile. Il avait été réalisé par des étudiantes et étudiants de différentes mentions. Cette transdisciplinarité a été du reste sa force et son originalité. Pauline, que nous avons joint par téléphone, nous l'explique. J'ai pu découvrir une nouvelle formation, même plusieurs nouvelles formations, parce que j'ai côtoyé des personnes de numérique, de textile, et on a eu accès aussi aux locaux des textiles. On a été un peu immergés dans leur section le temps du projet, donc c'était assez intéressant. Cette année, 2 films ont été sélectionnés. Le premier est un projet intitulé « Savons-nous manger ?», réalisé par 2 étudiants, Théo et Florian, de Denmade 3 Produits, Usage et Innovation. Pour le concours, on a décidé de prendre tout le processus d'un projet classique en design, de l'étape de la réflexion, de la conceptualisation jusqu'à l'étape du prototypage, pour montrer en fait tous les outils qu'on utilisait et qu'on a l'habitude d'utiliser dans la formation. L'autre projet a été réalisé au sein du cours de M. Cosolino, qui avait demandé aux différents étudiants de premières années de la mention ornement de réaliser une vidéo présentant leur formation. Dans cette vidéo, les étudiants devaient présenter leur parcours et la vie de l'atelier qui représente 8 heures hebdomadaires dans leur emploi du temps, mais aussi la passion qui les a amenés à choisir cette formation, qui anime leur projet, afin de plonger les spectateurs dans leur univers. De toutes les vidéos réalisées, c'est celle de Sacha, Armand, Rémi et Awan, étudiants en vitrail, qui a été retenue pour être présentée au concours qui s'intitule « Plonger dans l'art du vitrail ». Nous, notre participation, elle s'est faite avec Monsieur Cosolino, donc on a eu lors de son cours, ça devait être 2 heures toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça, mais du coup on devait avancer chez nous et on revenait de temps en temps en cours pour faire le point un peu sur notre avancement, et ça nous laissait aussi du temps. Malgré son inexpérience dans la réalisation de vidéos, Pauline a eu la volonté de mettre en lumière une filière dans laquelle elle n'était pas étudiante. J'avais vraiment aucune expérience dans tout ce
partie vidéo, montage et quoi que ce soit, mais c'était plutôt dans l'envie de découvrir un nouveau projet, d'être un peu le porte-parole de l'école et surtout aussi de faire découvrir les autres sections de l'école. Malgré le fait qu'on travaille tous ensemble dans le même bâtiment, on ne se côtoie pas, pas autant qu'on voudrait. Tous nous ont dit combien il était opportun de valoriser les formations à travers un projet créatif comme la vidéo pour rendre plus lisible la formation et le futur métier, comme le souligne Florian. Je pense que c'est important justement de montrer ce qu'on fait en design parce que je me rends compte que la majorité des gens qui sont extérieurs au métier ou aux études de design n'ont pas du tout connaissance en fait de ce qu'on fait vraiment et de l'utilité du métier. Et parfois, une vidéo, ça parle plus qu'une affiche ou qu'une visite dans l'école. Et c'est vu aussi par le point de vue des étudiants, qui est différent de celui des profs. Cet exercice les a aussi amenés à porter un autre regard sur leur formation. Je pense que ça nous pousse un peu à réadopter un peu un regard de première année ou de personnes extérieures à la formation. Donc c'est sûr que ça nous fait prendre un peu du recul sur tout ce qu'on a vu en cours, voir finalement tout le chemin qu'on a parcouru. Réaliser une vidéo de 2 minutes, ce n'est pas simple. Et cela demande beaucoup d'organisation. Surtout quand on est contraint par le temps. Le principal défi de la vidéo pour nous, ça a été de gérer le timing. Pour le surmonter, en fait, on a décidé de se fixer un planning à un moment donné sur 2 semaines. Où on a organisé toutes les étapes de préparation, de tournage, de montage, etc. Et on a vachement bien tenu le planning. Je pense que c'est réussir à s'adapter au format des 2 minutes, enfin réussir à tout contenir à l'intérieur et puis réussir à rendre la vidéo dynamique en fait. Les vidéos sélectionnées concourent pour des trophées remis lors d'une cérémonie au Grand Rex de Paris. C'était là aussi une expérience unique. Moi j'ai bien aimé la cérémonie au Grand Rex. Bon, j'avoue que je m'attendais pas à ce type de cérémonie au niveau de l'ambiance. En fait, c'était très détendu, assez second degré, etc. On fait notre petit projet dans notre coin et d'un seul coup, on se retrouve avec des milliers d'autres étudiants dans le Grand Rex, dans un ensemble gigantesque. Donc c'est vrai que c'était un peu impressionnant sur le coup. C'est vraiment une immense opportunité d'y avoir été, gagnant ou pas, je trouve. Et j'ai senti quand même que certaines formations étaient plus mises en avant que d'autres, comme notamment le BTP. Au-delà des imperfections des vidéos, tous nous ont fait part de leur satisfaction d'avoir participé à cette aventure. L'important, c'est finalement à la projection, pas tant la qualité intrinsèque de toutes les vidéos, le montage, l'originalité ou autre, c'était plus la formation que ça faisait découvrir et peut-être que finalement on perd un peu ça de vue quand on travaille sur le projet et que le Grand Rex remet un peu ça en perspective. Moi je dirais de faire ça en groupe parce que porter un projet, de faire une vidéo, avoir un propos cohérent en 2 minutes, bien construit, etc. C'est quand même vachement ambitieux. Le fait de le faire à plusieurs, ça permet de dispatcher les tâches, les responsabilités et aussi introduire une certaine bonne humeur parce que si on le fait avec des gens qu'on apprécie, évidemment, c'est beaucoup plus plaisant. Et il faut noter que ces vidéos sont regardées. À ce titre, la vidéo réalisée en textile et mise en ligne sur le site Parcours Métier a été visionnée à ce jour plus de 3000 fois. Peut-être un argument de plus pour vous lancer ? En tout cas, on l'espère, c'est une expérience qui vaut le coup. Je remercie l'école d'avoir mis ça en place. En tout cas, c'est une belle expérience, je trouvais. Et j'ai appris plein de choses. C'est ça. L'an dernier, les étudiants du DN Math Spectacle ont aussi fait leur cinéma. Leur professeur nous fait une mise au point sur le court-métrage qui a été réalisé. Bonjour, je suis Claire Holzer, professeure en DNMA de spectacle à la LENSAMA. Je viens vous parler d'un projet de film qui a été mené l'année dernière en partenariat entre les DNMA 2 et 3 spectacles. C'est un projet qui a duré toute l'année puisque notre idée était de mener ce projet intégralement depuis l'écriture du scénario jusqu'à la réalisation du film. Notre corps de métier en DNMA de spectacle, c'est le décor, c'est la fabrication du décor. Pour autant, comme le cinéma, c'est un art qui ne peut se pratiquer qu'en équipe, on aime bien que les étudiants découvrent les métiers connexes, en fait, comme celui d'écriture de scénario ou celui de chef opérateur, justement, ou même celui de réalisateur. Au début de l'année, on a logiquement commencé par un module d'écriture de scénario. On a un intervenant extérieur qui est venu nous assister dans cette tâche qui s'appelle Santiago Amigorena, qui est en fait le scénariste de Clapiche, donc notamment de Encore et du Péril Jeune. Donc une fois cette phase préparatoire terminée, les étudiants ont chacun aussi, pour chaque groupe en tout cas, proposé un décor
Et on avait imposé dans le sujet aussi le fait que ce soit un huis clos, parce que l'idée n'était pas de tourner en extérieur, il fallait absolument qu'on tourne tout en studio, puisque l'objectif était la fabrication d'un décor. On a choisi un projet parmi ces différents projets. C'est un film qui s'appelle Maman me quitte, qui était sur une tonalité un peu féministe, puisqu'en fait c'est un rapport entre deux personnages, une mère et son fils. La mère décide de partir en voyage seule parce que son fils a 20 ans et qu'elle estime que désormais il est autonome et indépendant, et que comme elle s'est occupée de lui toute sa vie, elle a le droit maintenant d'avoir du temps pour elle. Donc le film commence quand elle cherche son passeport dans le garage de la maison, et le fils arrive et en gros il ne comprend pas que sa mère veut partir seule et il n'est pas tellement d'accord, quoi. Donc c'est l'échange entre les deux personnages qui fait l'intérêt du film et la manière dont le conflit va se résoudre, si le fils va comprendre ou non le désir de sa mère. Le décor donc est celui d'un garage qui est assez encombré, et la chose intéressante du film était que le personnage de Martine, qui est le personnage de la mère, voit, on va dire, dans le garage des objets qui lui parlent, qui sont en fait tous les souvenirs de voyage qu'elle n'a justement pas fait seule, mais qu'elle a fait toujours avec son fils et le père de son fils, et tous lui rappellent en fait comme elle a souffert parce qu'elle a 2 doigts de craquer. Donc il fallait créer le décor et des petites meupettes, donc des objets de souvenirs un peu clichés, dont on voulait volontairement qu'ils soient animés comme des meupettes, donc de manière très visible, très carton-pâte un peu. Donc on a fait toute la phase de fabrication de ce décor, et là il fallait que les étudiants prennent conscience de tout ce qui se verrait à la caméra si c'était pas parfait, les jointures entre les feuilles décor par exemple, l'enduit avec des taches, voilà, tout ce qui peut révéler en fait la supercherie du décor, et puis qu'on trouve aussi la manière d'articuler les petites meupettes. Et suite à cette fabrication de décors, on a donc tourné le film grâce à des comédiens qui sont venus de manière bénévole parce que le projet leur plaisait. On a tourné le film en 5 jours, en fait, du lundi au vendredi, ce qui a été assez intense, à vrai dire, assez rapide. Il fallait qu'on ait du matériel de son. On a un réalisateur qui est venu aussi nous assister parce que, évidemment, on n'est pas, comme on l'a dit, réalisateur. Et il nous explique toutes les différentes tâches qu'il y a normalement à investir. Et les étudiants se sont répartis selon les postes. Donc, celui qui enregistrait le son, le chef élect qui s'occupait de tous les branchements, son, caméra, le chef op, évidemment, un rôle hyper important donc pour la lumière, puisque ça vient évidemment beaucoup influencer le décor. On a dû trouver une caméra. On a été assisté aussi là-dedans avec un caméraman professionnel. Et après, tout ça est venu le temps de la post-production, que les étudiants ont aussi dû assumer tout seuls. Donc, il y avait tout un travail déjà de montage. Il y a eu un travail d'effets spéciaux qui a été réalisé par un des étudiants qui s'agissait en fait d'animer les yeux des marionnettes. En tout cas, c'était une belle expérience. On a envie que la post-prod se termine, mais je pense que ça a été très enrichissant pour les étudiants. Ça leur a demandé beaucoup d'investissement. Ils étaient fatigués, mais je crois qu'ils ont été aussi très contents de l'avoir fait. Et d'ailleurs, les étudiants sont revenus partager leurs impressions sur la réalisation de ce court-métrage. On les écoute. Bonjour, je m'appelle Noah Fraisse, je suis étudiant en DNMAT 3. J'ai participé à la création et conception des marionnettes. Premièrement, un sorte de vieil éléphant grincheux. Donc l'objectif de cette marionnette, ça avait été qu'il soit expressif. C'est pour ça qu'on en a fait une marionnette à main qui permet de tordre et retordre le latex, qui permet de le faire grimacer. Ensuite, on avait une statue de la liberté qui était une sorte de vieille féministe désabusée. Et donc pour accentuer ce point, on voulait la faire fumer comme une pompier. D'où l'idée d'avoir relié son système à une vapoteuse qui passe par un tuyau par le mur, et pour finir un sphinx qui s'appelle Larynx, pour voir que la blague ce qui fait casser le nez, qui arrêtait pas de se faire couper la parole. C'est un peu la personne timide qui arrive pas à prendre sa place, qui elle était plus une marionnette où il y avait une poulie à travers un fauteuil qui permettait de parler. On a hâte de voir le résultat. Ce podcast touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode autour du cinéma vous a plu. On remercie les différents intervenants d'avoir participé, et on remercie aussi Monsieur Cassina d'être à l'initiative de Micro Croisé. Malheureusement, il nous quitte pour d'autres aventures et il serait triste que ce merveilleux projet s'arrête. N'hésitez donc pas à vous manifester si vous aussi vous voudriez avec moi reprendre le flambeau, saisir le clavier, la plume ou le micro et vous lancer l'année prochaine dans l'aventure Micro Croisé, le podcast des étudiants de l'ENSAAMA pour les étudiants de l'ENSAAMA.